vais partager. Donc, on va continuer pour le cours. Donc, on va voir aujourd'hui. Bon, il y a des aspects qu'on a déjà vus pour le TP, un peu pour le TD. Donc, on va continuer avec le registre d'état. Attendez. Attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez le... Est-ce que vous avez le PDF? Est-ce qu'il est visible chez vous? Ok, très bien. Oui, oui, bien sûr. Oui, il y aura toujours un live. Même pour le TD, on va faire un live pour laisser une trace pour tout le monde. Voilà, donc on a vu un petit peu par rapport au registre d'état. Donc, voilà, donc le registre d'état, c'est un registre de 16 bits, qu'on a déjà vu. Et donc, généralement, il est utilisé pour récupérer l'état des opérations, l'état de la dernière opération arithmétique. Ok. À part quelques flags qu'on va voir. Ok. Donc voilà. Donc il y a plusieurs aspects qui est visible dans le registre d'état. Et comme on a dit pour le TP dans le TD, ce registre d'état il sera utilisé particulièrement quand on va faire les conditions. Sans le registre d'état, on ne pourra pas faire des sauts conditionnés qui sont utilisés dans le cadre de boucles euh, et de, et de conditions. OK? Donc, s'il y a un dépassement, donc les flags sont modifiées, que ce soit pour le cas signé et non signé. OK? Donc, il va positionner les flags selon donc, il va positionner les flags pour les deux cas. Comme on a dit, le carry flag, c'est pour les opérations non signées et le overflow flag pour les opérations signées. OK? Donc, s'il y a un dépassement dans l'opération non signée, c'est CF égale à 1. S'il y a un dépassement dans la dernière opération signée, ce sera OF égale à 1. Donc, CF non signé, OF signé. Donc, comme on a dit, les deux flags qu'on a déjà vus. Okay? CF, une retenue. Là, généralement, on voit s'il y a une retenue dans le dernier bit, 8e bit. OF, s'il y a une retenue pour les deux derniers bits, 7e et 8e, il n'y a pas de dépassement. S'il n'y a pas de retenue dans les deux derniers bits, 7e ou 8e, il n'y a pas de dépassement. Sinon, s'il y a un dépassement sur un des deux derniers bits, 7e ou 8e, on dit qu'il y a un dépassement. OK? Pour le cas signé. OK? Donc voilà, ça c'est un exemple d'un exercice. Donc ce sera une soustraction. OK? Donc dans cette soustraction, euh, donc dans cette soustraction, donc il y a eu, quand on va faire les calculs, il y a eu une retenue dans le problème avec le PDF. Attendez. Donc il a, bon, juste un petit que j'utilise. Voilà.
Donc ça pour le cas de l'addition. Donc ici il y a deux exemples. OK. Donc CF et OF. Donc première opération. Donc la première opération, il y a eu une retenue dans le dernier bit. OK. Donc il y a CF. Alors que le septième, il n'y a pas eu de retenue. Donc OF aussi égale à 1. OK. Après, donc après, ce qu'il faut aussi voir, il y a aussi les autres flags. OK. Il y a aussi des autres flags. Donc ce qu'on a vu flotter dès le cours, le TP. Donc il y a certains qu'on a déjà vus. OK. Le premier, le SF, le flag de signe. OK. Ici, ce sera un 0. OK. Ce sera un 0 parce que le signe, il est positif. OK. Le signe, il est à 0. Le parity flag, on a dit, on va calculer combien de nombres de 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est pair. Donc, c'est A1. OK. Donc, euh, donc ici, bon, Hia, elle a utilisé d'autres techniques d'Abelxor pour récupérer le OF. OK. CS et CP, qu'elle fait un XOR binatron. OK. Mais là, je vous dis, donc vous regardez juste les retenues des deux derniers bits. Après, il y a le AF. OK. Le AF. Et le AF, il faut que je vous explique le AF. OK. Donc, l'auxiliary flag qu'on n'a pas encore vu. Okay. Donc, je vais vous partager le tableau. Je vais vous partager le tableau. Donc, le AF, il vous dit quoi? Donc, je vais écrire l'opération. Donc, c'est tout 1. Après, il y a un. OK. Ça, c'est l'opération. Plus, je ne vais pas écrire plus, c'est juste 0, 0, 0, 1, 0. 1, 0. OK. Donc, ça, c'est l'opération qu'on a. OK. Ce qu'on doit, donc le AF, on n'a pas encore vu. Le AF, c'est l'auxiliary flag. OK. L'auxiliary flag. Donc, l'auxiliary flag, ils utilisent, on voit s'il y a eu une retenue, ici. OK. Entre le quatrième et le cinquième. OK. Pourquoi? Tout simplement car il existe ce qu'on appelle opération BCD. OK? Normalement, vous l'avez vu, Hadia. Est-ce que vous avez vu les opérations BCD? OK? Normalement, vous l'avez vu. Donc, le BCD, ça veut dire quoi? Donc, euh, chaque 4 bits sera utilisé pour représenter en décimale le
le nombre. OK? Donc, on a besoin de 4 bits pour atteindre 9. OK? De 0 à 9. Donc, on va prendre 4, après 4, etc. Maintenant, s'il y a un débordement dans une opération en BCD, OK? Un débordement en opération BCD, ça veut dire un débordement. Bon, si on est dans le deuxième chiffre, ce sera le CF qu'on va voir. Mais ici, il y a deux opérations. Donc, on va voir les retenues entre le 4 et le 5 et le retenu après le dernier bit. OK? Donc, donc, dans ce cas, on va voir le débordement en BCD. Donc, le AF nous permet de voir le débordement en BCD. OK? Voilà. Donc, je reviens. Je vais revenir au document. Voilà. Partage là, OK. Donc, ZF, on a dit, c'est le flag, 0 flag. Pour dire si l'opération, elle est à 0 ou non. Overflow flag, c'est pour le cas signé. OK. Donc, c'est pour le cas signé. Et c'est CF pour le cas non signé. OK. Parity flag, on a vu, c'est nombre de 1, si c'est pair ou non. SF, le signe, et AF, l'auxiliary. Je vais revenir sur le registre d'état. Donc, on a OF, on va avoir DF, ce ne sera pas pour l'instant. OK? C'est, en fait, pour les opérations arithmétiques, c'est OF, OK? SF, ZF, AF, PF, CF, OK? Les autres flags, OK? Par exemple, AF ou DF, ou TF, OK? Ce sont des flags, c'est le programmeur qui va les mettre, OK? À 0 ou à 1. Et ça ne concerne pas les opérations arithmétiques. C'est pour ça qu'on ne va pas les voir. Donc, si on atteint le chapitre d'interruption, on va parler du IIF, OK? TF, c'est pour le debugging, si je me rappelle bien. Donc, on ne va pas le voir. Et DF, c'est pour les opérations de chaîne de caractères et on va le voir. OK? Donc, mais tous les autres flags, c'est pour les opérations arithmétiques. Voilà. Donc, dans le cas d'une soustraction, OK? Même une soustraction, elle a une retenue. Hein. Donc, 1, 0. Si j'ai, par exemple, ici, il n'y a pas de... Par exemple, ici, 0 moins 1, OK? Il y aura une retenue. OK? Donc, c'est pour ça, donc ici, ah non, non, ici, il y a une retenue. Donc, si je vois bien, ce n'est pas encore bien aligné. Donc, 1 moins 0, 1 moins 0, 1 moins 0, 1 moins 0, moins 0. Donc, 1 moins 1, c'est 0. C'est un peu confus ici. Hein. Et voilà, donc le dernier, il y a eu une retenue. Il y a une retenue. Attendez. C'est un peu confus. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait ici. Ah non, elle a revérifié. Voilà, ok. Donc, c'est celle-là l'opération. Ok. Donc, ici, 1 moins 0, 1 moins 0, 1 moins 0, 1 moins 0, ça va avoir 1. Après, 1 moins 1, c'est 0. Et 1 moins 0, c'est 1. OK?
Donc, il n'y a eu pas de carry flag, pas de overflow flag parce qu'il n'y a pas eu de retenue. Et il n'y a pas de zéro flag. Et le bit de signe, il est à 0. Voilà. Donc ici aussi, donc le carry, il y aura une retenue dans la soustraction si on a 0 moins 1. OK? Si on a 0 moins 1, il y aura une retenue. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier par rapport à ce cas-là. Donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez essayer avec l'assembleur. Donc voilà. Donc, c'est des flags qu'on a déjà vus. OK? Donc, je répète, dans le cas de la soustraction, dans le cas de la soustraction, donc dans le cas de l'addition, quand on a 1 et 1, il y aura 0, une retenue. Dans le cas de la soustraction, il y aura une retenue si j'ai 0 moins 1. OK? Si j'ai 0 moins 1. Donc, j'aurai donc 0 moins 1, j'aurai 1 et une retenue. OK? Donc, ce sera une retenue sur... je vais vous expliquer, ça sera mieux. Voilà. Si j'ai par exemple... OK? Si j'ai une soustraction, donc 0 moins 1, il y aura 1. Et bien sûr, ce sera une retenue ici. OK? Et cette retenue, ça me permet d'avoir un 0 ici. OK? Donc, il y a eu une retenue. Mais une retenue pas dans le premier nombre, mais dans le deuxième. Voilà. C'est le seul cas où on aura une retenue dans la soustraction. Donc, vous pouvez vérifier par rapport à cette opération. Voilà. Donc, en résumé, on a vu ces flags dans le TD et le TP aussi. Voilà. Donc, ça, c'est le premier document. Je vais passer à un autre document. Donc, on va voir aussi l'architecture. Donc, on va juste revoir ça parce que on a déjà parlé, abordé. Donc, comme on a vu dans le TP, l'architecture 80-86, donc il y a plusieurs blocs principaux qui existent. OK? Donc, le premier bloc, ce sera les registres. OK? Et on a vu 4 registres de données, de manipulation de données, avec un registre qui peut être utilisé comme dans le cas d'adresse. OK? Donc, si je, j'ai, je, je descends un petit peu, donc les registres de données, c'est ça. OK? Donc, AX, c'est-à-dire avoir parce que chaque registre, il sera utilisé pour une opération particulière. AX, généralement, c'est pour les opérations arithmétiques. Et on va le nommer accumulateur. OK? BX, base, OK? C'est pour l'adressage. CX, c'est pour comptage ou la compteur. OK? Il sera utilisé pour les boucles. OK? Donc, quand vous avez, par exemple, une boucle for, vous allez compter combien de fois vous allez faire cette boucle. Et ce sera le CX qu'on va utiliser. OK? En bas, après, il y a le DX. Et dans les DX, il y aura, on va utiliser pour les résultats de multiplication,
c'est-à-dire dans d'autres types d'opérations. OK? Multiplication, division, etc. OK? Donc, il sera utilisé avec le AX parce que certaines opérations arithmétiques, elles auront d'autres résultats. Par exemple, dans la division ou dans la multiplication. OK? Pour avoir, ce sera des nombres plus grands où là, il y aura des retenues, etc. OK? Donc, les registres, il y aura 4 principaux et chacun est utilisé pour des opérations particulières, même si pour les 4, vous pouvez faire les additions, les soustractions, etc. Parce que il faut que ça soit possible. Après, il y a ces registres SI, DI, SP et BP. Donc, euh, stack, le premier, donc SP et BP, ok, stack pointer et base pointer. Ces registres-là, ils seront utilisés pour les opérations de pile, ok, pointeur de pile et pointeur de base. Après, il y a le SI, Source Index et Destination Index, et ce sera utilisé pour les chaînes de caractères. Source, comme j'ai dit le TP, source et destination. OK? Après, ce qui reste dans les registres, il y aura les blocs, OK? Les segments. Tout ce qui est segment, OK? Tout ce qui est segment. Il y a code segment, CS, data segment, DS, stack segment, la pile, segment de pile, et ES, extra segment. Extra segment, ce sera un segment de données, hein, mais supplémentaire. OK? Et bien sûr, les segments, ils seront utilisés, comme j'ai dit le TP, dans la génération de l'adresse physique. OK? Donc, quand on fait un décodage qui m'a ici, donc il y a, euh, quand il reçoit une instruction, OK, il va la décoder. Parfois, l'opération, elle doit récupérer quelque chose de la mémoire. Et on va utiliser des segments pour faire la conversion de la valeur en adresse relative qu'on retrouve dans l'instruction, OK, à l'adresse physique. Okay. Bien sûr, on n'oublie pas le compteur d'instruction ou pointeur d'instruction IP qu'on a mentionné dans le TP. Okay. Donc, à part le décodage des instructions qu'on reçoit, donc le bus qui reçoit les instructions, euh, l'unité d'arithmétique et logique ici, okay. Bien sûr, on vérifie les flags. Ici, c'est les drapeaux qu'on a mentionnés. Et bien sûr, l'unité arithmétique et logique, elle aura besoin d'opérandes. Donc, le premier, le deuxième. Voilà. Et bien sûr, comme on a dit, euh, par exemple, pour les opérations à virgule flottante, il y aura un FPU. Ici, il n'y a que le ALU. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'architecture interne du 8086. Bien sûr, les autres architectures vont être plus compliquées que ça. Voilà. Donc voilà, donc comme on a dit, il y a le AX. Généralement, on l'utilise pour les opérations arithmétiques. Le BX, registre de base, pour tout ce qui est manipulation d'adresse. C'est tout ce qui est en relation avec les pointeurs. Okay. BX, on va utiliser pour pointer sur une adresse. Le CX, ok. Le CX, on va le voir, mais je vais vous donner un petit résumé. Donc, ici, j'ai une boucle, ok. Une boucle. Ça, c'est une étiquette, hein. Étiquette boucle. Étiquette boucle. Et j'ai cette instruction loop boucle, ok. Ici, j'ai mis CX à 10. Donc, ça veut dire que loop boucle, à chaque fois que j'atteins loop boucle, je vais diminuer 1 à CX
et je vais reboucler. On va le voir après dans les TP et les TD. Donc, Cx, il va servir comme compteur pour les boucles. Okay. C'est comme le I, mais en inverse pour les boucles dans le C, par exemple. Généralement, dans les boucles, on initialise le I à 0 et dès que j'atteins le 10, ici, je vais sortir de la boucle. Ici, non. Je commence à 10 et dès que j'atteins le 0, je continue le process après. Sinon, je vais reboucler. Okay. Je vais reboucler. Voilà. Donc, c'est un compteur de boucle. Okay. Le DX, ce sera utilisé pour les opérations de multiplication et de division. Okay. Et les interfaces d'entrée-sortie. Pour interagir euh, avec les périphériques. Voilà. Et bien sûr, il y a ce que j'ai déjà mentionné. Il y a, bien sûr, après les générations, etc., il y a eu une extension des registres. OK? J'ai dit qu'il y a AH, il y a AL. Après, d'autres générations, pour avoir du 32 bits, il y a le EAX, EBX, ECX et EDX. OK? Donc, c'est les versions 32 bits des registres que vous connaissez. Mais c'est pour des architectures qui ont été créées plus tard, après le 80-86. Voilà. Après les registres pointeurs et index, donc on va les voir. Donc SI et DI. Donc, exemple, j'ai euh, deux tableaux, là, deux chaînes de caractères, et à chaque fois, je vais vérifier un élément euh, avec un autre élément. Donc, SI, ça va pointer sur l'adresse du premier élément du tableau, là, c'est la chaîne généralement. On parle de chaîne de caractères. Et div, ça va pointer sur le premier élément de la deuxième chaîne de caractères. Voilà. Et le premier, on va utiliser le data segment. Et le DI, on va utiliser l'extra segment. Voilà. Et il y aura des opérations de la source à la destination. Donc, on verra ce type d'opération après dans le TD et le TP. Voilà. Après, il y a le SP et le BP. OK? Donc, on va les utiliser, on va voir quand on va atteindre cette partie pour la manipulation, euh, pour pointer, euh, c'est-à-dire pour pointer dans la pile. OK? Donc, SP, ça va contenir l'état actuel de la pile. Et BP, c'est une sorte de variable qui va nous permettre de manipuler à l'intérieur de la pile. Donc, on va le voir après comment ça va se faire. Okay? Ce qu'il faut garder, c'est que ces deux registres, ils vont être utilisés pour la manipulation de la pile. Et aussi le IP qu'on a vu, le TP, qui va contenir l'adresse actuelle de l'instruction. La prochaine instruction qu'on va utiliser, qu'on va exécuter. Voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple. Okay, donc, euh, donc s'il y a une instruction à 2 octets, à chaque fois on incrémente la quantité c'est-à-dire la taille de l'instruction. Okay. Et bien sûr, ce qu'on avait dit. Donc ici, bon, ce qui est ici comme exemple. Donc on a move CB, hein, qui est supposé être à 2 octets. Donc on avait dit, si on a un CS 1000,
OK? On rajoute un 0. Ici, ça sera 10 000. Et bien sûr, la prochaine instruction, ça sera plus 2, puisque l'instruction move CB, et elle est sur 2 octets. Voilà. Donc, la prochaine instruction, ça sera après celle-là, et ça sera sur 2 octets. Voilà. On a vu ce calcul-là pendant le TP. Après, il y aura les segments. Segment de code qui va contenir votre code. Segment de données qui va contenir vos données. OK? Avec une taille limite. L'extra segment, généralement, on utilise pour les SI et les DI, mais ce sera un segment de données, mais supplémentaire. Donc, il y a une possibilité d'avoir 2 segments de données et bien sûr le segment de la pile. OK. Voilà. Et le registre d'état, parity flag, scene flag, zero flag, overflow flag, auxiliary flag pour le BCD, les opérations BCD. Et il y a aussi ce que j'ai mentionné, les flags de contrôle. OK? Les flags de contrôle, je vous ai dit, il y a certains, si on arrive, on va les voir. Donc, il y a interrupt flag pour, euh, euh, pour permettre une interruption extérieure, si on l'a permis ou non. Il y a trace flag pour le débugage. OK? Et DF qu'on va utiliser dans les SID pour SIDI pour la euh, direction de l'opération. Soit on commence par des indices faibles vers des indices hauts. Voilà. Donc, retenez pour l'instant que les flags, les flags, les indicateurs d'état. OK. Voilà. Donc, il y a ici un exercice si vous voulez le faire, mais on a vu assez d'exercices pour ces opérations-là. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça résume à peu près ce qu'on a déjà vu. Donc, les registres, les segments, OK? Les registres, c'est-à-dire les registres de données, etc. Les segments et les flags. OK? Donc, il faut avoir une bonne compréhension de ces segments-là. Il y aura certains qu'on n'a pas encore vus, comme SIDI, comment ils sont utilisés. Mais ici, ça vous donne une idée de la structure interne du 80-86. Voilà. Donc, je vais arrêter ce partage-là. Je vais voir, est-ce que... Bon, il y a un document qu'on va voir, mais rapidement. Donc, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc, euh, partage. Voilà. C'était une autre partie pour fonctionnement. Donc, ça, je pense que c'est des aspects pour certains qu'ils ont déjà vus. Donc, l'architecture interne des microprocesseurs, donc bus d'adresse, bus de données, bus de contrôle pour lecture-écriture, le décodage, le séquenceur pour les instructions. Après, il y a euh, le circuit des opérations arithmétiques. Okay. Et bien sûr, les registres internes. Voilà. Donc, c'est juste en diapo que je vais vous envoyer. Donc, voilà. Bien sûr, on avait aussi mentionné les codes d'instruction. OK? Donc, toujours le premier octet, c'est le code d'instruction. Le deuxième et le troisième, si on a, ce sera les opérandes. OK? Move BL 82H. Donc, B3, c'est le code instruction Move BL, valeur numérique. OK? Donc, ce sera ce code instruction qui sera utilisé. Et bien sûr, les codes, les instructions, ils seront stockés dans la mémoire, comme j'ai déjà mentionné. OK? Donc, le compilateur, il va créer ces codes instructions.
il va interpréter que ce soit Pascal. Bon, Pascal, il va euh, convertir un codage machine, puis générer dans la mémoire. Ce sera après dans la mémoire le code machine. L'assembleur, il va faire un travail plus direct. C'est juste une interprétation directe des codes d'instruction et des opérandes. Donc voilà, les opérations de base, un fetch, donc on récupère l'instruction, on la décode, après on l'exécute, sachant que ces opérations-là, parfois, ils sont indépendantes, c'est-à-dire dans les architectures modernes. Donc si on commence à faire le fetch, donc on a fait le fetch comme euh, première opération. Donc on va récupérer une instruction. Donc deuxième étape, on fait son décodage. Donc au moment où on fait le décodage, la partie qui fait le fetch, elle fait la prochaine étape. OK? De la même manière, quand on exécute une instruction, l'étape avant, elle est déjà en cours. Donc, on n'attend pas la fin des trois étapes, mais on va les faire chevaucher. Donc, alors qu'on exécute l'opération, on va faire le décodage. OK? Et on va faire le fetch de euh, la prochaine instruction. Bien sûr, parfois, on va se tromper. On va se tromper de l'instruction à faire le fetch. Pourquoi? Parce que le fetch, il va toujours voir l'instruction qui vient après. Donc, parfois, s'il y a des jumps conditionnés ou des jumps non conditionnés, on va se tromper de la prochaine instruction. Et bien sûr, il y aura une correction. Il y aura un petit retard. Donc, au lieu de fetch l'instruction qui vient après, il y aura un fetch de l'instruction qui est plus loin, en avant ou en arrière. Voilà. Bien sûr, ici, les exemples de CF, des flags, etc. OK? Donc, bien sûr, l'assembleur, c'est un langage proche de la machine, proche de l'architecture cible. Donc, le code, il ne sera pas portable. Donc, vous ne pouvez pas l'exécuter dans d'autres architectures, ARM par exemple. Alors que si vous faites un code C++, il va pouvoir s'exécuter et se compiler, s'exécuter dans plusieurs architectures. Voilà. Et bien sûr, il y a eu plusieurs générations de microprocesseurs euh, qui sont venus après 80-90. Il y a eu les Pentium. Et bien sûr, maintenant, la série i3, i5, i7, etc. Voilà. Et donc là, les étapes de compilation, hein, c'est juste pour, donc, on va interpréter le code assembleur en code objet. OK? Après, il y a l'édition de lien. L'édition de lien, ça va être, on va faire appel à l'édition de lien au moment s'il y a des bibliothèques externes. OK? Donc, la première compilation, elle va faire juste l'interprétation, donc l'interprétation en code machine de votre code principal. Mais parfois, mais généralement, c'est dans des autres langages. Le C, C++, on importe des bibliothèques, il y aura l'édition de lien. Donc ça, c'est des concepts, je pense que vous avez déjà vu. Voilà. Donc, on va s'arrêter avec ce document. Donc, vous avez vu, c'est juste une remise en point. Après, donc, après, on va les voir après. OK? Donc, la prochaine fois, on va avancer un peu plus, un peu mieux. OK? Donc, la prochaine fois, on va voir les opérations de mouvement avec la mémoire. OK? La déclaration des variables. Et bien sûr, on va voir tout ce qui est comparaison, jump conditionné, etc. Donc, j'ai préféré avoir cette petite session qui est rapide pour faire une mise en point de ce qu'on a déjà vu. OK.
Donc la prochaine fois, on va voir tout ce qui est move, etc. en détail, même si on a vu un petit peu, et les opérations de boucle, de comparaison et de saut. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Donc ce que je vais faire maintenant, donc il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de questions. Ok? Je pense qu'il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser. Mais c'est des choses qu'on a vues, revues dans le TD, le TP. Donc j'ai avancé rapidement. Donc si vous m'autorisez, donc je vais arrêter le recording. OK? Et on va commencer notre session de TD. Donc on va essayer un truc avec Google Docs. Donc je vais arrêter le stream, hein,